La guerre en Iran, évidemment, qui génère beaucoup de volatilité sur les marchés financiers, avec des séquences qui peut-être rappellent un peu à certains investisseurs 2022, quand les actions et les obligations s'étaient repliées en même temps. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion Duplex avec nous depuis Genève. Est-ce que cette guerre au Moyen-Orient peut recréer, on voit la volatilité encore une fois sur le pétrole, on est passé de 70 à 90 à 120 à 80 et de nouveau à $100 aujourd'hui. Est-ce que tout est réuni pour qu'un nouveau choc se produise à la fois sur les actions et sur les obligations, ce qu'on ne voit pas jusqu'à présent? Enfin, pas de manière, pas à la 2022. Oui, alors ce matin, Bloomberg faisait les grands titres en disant que les obligations mondiales avaient effacé l'ensemble de leurs gains depuis début 2026. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que d'un côté, on a les actions qui baissent, comme on le sait depuis le début de l'année, et de l'autre côté, on a les obligations qui ne font rien. Alors, bien évidemment, on est seulement début mars, mais pour l'instant, eh bien, on pourrait potentiellement revivre, comme vous l'avez dit, le fameux cauchemar de 2022 qui empêche les investisseurs et évidemment ceux qui ont de l'argent en bourse de dormir parce qu'ils étaient habitués au fameux, vous savez, le 60-40, c'est-à-dire 60% d'actions, 40% d'obligations, ça a marché pendant 20 ans, et tout d'un coup, ça a été modifié drastiquement, et les deux classes d'actifs, comme vous l'avez dit, avaient baissé en 2022. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on y est, mais évidemment, il y a encore... John, j'ai plus les chiffres en tête sur 2022, la baisse des marchés actions et des obligations était de combien à peu près? Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais les deux classes d'actifs avaient baissé assez nettement. Très nettement. Exactement. Il n'y avait plus aucune, en fait, il n'y avait plus aucune valeur refuge parce que les gens n'avaient pas parié sur les valeurs refuges. Normalement, vous aviez les obligations qui aidaient d'une certaine manière les actions si elles ne fonctionnaient pas. On avait les deux classes d'actifs qui ne fonctionnaient pas de pair, mais qui étaient inversement corrélées, si vous voulez. Moi, je dirais juste à vérifier, mais moi, je pense qu'on était autour de 20 à 30% de baisse sur les marchés actions et sûrement entre 10 et 15 ou au moins 10 et 15 sur les obligations. Mais ce qu'on ne voit pas en général, parce que l'un sert à contrebalancer l'autre dans les moments difficiles en général entre les actions et les obligations. Tout à fait, exactement. Et en plus, si on peut faire, c'est toujours difficile de faire un parallèle avec le passé, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est évidemment la question de l'inflation. C'est ça le nœud. C'est-à-dire que la variable clé aujourd'hui qui pourrait faire chuter en même temps, c'est ça qu'on n'a pas envie de voir, actions, obligations, ça reste l'inflation. Et donc, je reviens au cours du pétrole, à $100. Exactement. Et en fait, il faut juste rappeler une chose, c'est que si vous avez une inflation qui repart à la hausse, les obligations deviennent moins attractives parce que leur rendement réel se détériore. Donc en fait, on est dans une situation où il y a l'inflation qui monte, donc les obligations qui ne fonctionnent pas très bien, et de l'autre côté, eh bien, vous avez une situation où lorsque l'inflation monte, si vous êtes mal placé sur les actions, parce que ça amène à un mouvement des banques centrales, on va y arriver, eh bien, on est dans une situation où effectivement, toutes les actions survalorisées historiquement, comme par exemple la technologie, etc., eh bien, elles souffrent. Donc, il y a deux clés aujourd'hui. La clé, vous l'avez dit, c'est le détroit d'Ormuz, c'est le prix du baril de pétrole. Et de l'autre côté, ce qui devient très intéressant dans ce débat, c'est évidemment les banques centrales. Ouais. On aura des débuts de réponse la semaine prochaine. D'ailleurs, notez que vendredi prochain, donc le 20 mars, à 8h30, on a une émission spéciale puisque le gouverneur de la Banque de France viendra le lendemain de la réunion de la BCE en exclusivité sur Boursorama pour commenter ce qui se sera dit. D'ici là, qu'est-ce qu'on surveille, John, comme indicateur? Qu'est-ce que les investisseurs doivent surveiller comme indicateur pour éviter ce scénario similaire ou semblable à ce qui s'était passé en 2022? Le premier, alors l'erreur qu'on pourrait faire, ça paraît paradoxal, mais la première erreur qu'on pourrait faire, c'est de surveiller l'inflation, parce qu'on sait que l'inflation qui est amenée par rapport au prix du baril se voit pas tout de suite dans les statistiques économiques. C'est-à-dire que si on devait avoir une hausse de l'inflation en mars aux États-Unis ou en Europe, eh bien, elle ne serait pas due directement
à la crise qu'on a au Moyen-Orient. Donc faire très attention déjà à ça, parce qu'il va y avoir des faux départs, il va y en avoir plusieurs. On sait que en moyenne, environ on a 3 mois à ce que ça se projette sur les prix à la production, et puis environ 6 mois sur les prix à la consommation, c'est-à-dire le CPI, qui était déjà en hausse. Donc la première des choses, c'est pas de faire l'erreur de immédiatement regarder les chiffres de l'inflation, parce que ils ne seront pas directement relayés. La deuxième des choses, c'est, et je crois que c'est vraiment la clé, c'est les banques centrales. Et on sait que 2022, on avait dit l'inflation était montée, etc., mais les banquiers centraux étaient à la source de ce qui s'était passé sur la baisse des deux actifs. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'on était dans cette fameuse situation d'inflation transitoire. Donc si on revient dans le cas où la Banque centrale européenne et potentiellement la Banque centrale américaine, avec un nouveau, je vous rappelle, gouverneur, un nouveau président à partir de mai, ne voit pas cette inflation venir et s'installer réellement dans l'économie mondiale à travers d'autres secteurs, eh bien là, on aura un gros problème. Et la chose qu'on peut dire, qui selon moi est peut-être aussi importante, c'est que on en a parlé David ensemble tout au long de l'année passée, où on voyait que ce qu'on appelle la fenêtre de tir de la Banque centrale européenne, qui aurait pu encore baisser ses taux pour relancer l'économie européenne, eh bien cette fenêtre de tir, elle se referme. De plus en plus, on a des membres de la Banque centrale européenne qui vous disent qu'il va falloir potentiellement relever les taux avant la fin de l'année. On voit les anticipations de relèvement de taux en Europe, je ne parle pas des États-Unis, en Europe, eh bien, remonter. Donc en fait, on se rendra compte potentiellement qu'on est dans une situation où, je me répète, la fenêtre de tir, la baisse des taux à la fin de l'année passée n'a pas été exploitée parce que à chaque fois c'était, on attend la prochaine statistique, on est ce qu'on appelle en anglais data dependent, alors qu'aux États-Unis c'est un peu différent parce que les États-Unis, la Banque centrale américaine a fait ce qu'on appelle des coupes préventives. Elle n'avait pas besoin de baisser les taux parce que l'inflation était plus élevée que les 2%, mais ils avaient quand même baissé pour éviter la crise. Et donc c'est ici où on se dit potentiellement qu'on va avoir un différentiel à nouveau entre la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine. Donc je termine, ce qu'il faut regarder absolument, c'est le message des banquiers centraux, évidemment le détroit d'Ormuz, ça j'enfonce une porte ouverte, et surtout ne pas faire un mauvais démarrage sur les prochains chiffres de l'inflation. Sinon, dans un portefeuille, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger, pour se prémunir? On parle souvent de la diversification, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de matières premières, plus d'or, d'autres stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, alors il faut... Dans l'optique d'une année comme 2026 qui ressemblerait à 2022. Oui, exactement. Et en fait, là, vous l'avez dit, matières premières, énergie, or, stratégie alternative, mais faire attention, parce que lorsqu'on parle de stratégie alternative, on parle souvent de private equity. Vous savez, c'était la star de l'année passée notamment, et des années d'avant, mais on a vu qu'il y avait des tensions sur le private equity, notamment aux États-Unis. On a de plus en plus de grandes banques, que ce soit Morgan Stanley, JP Morgan et Goldman Sachs, qui avertissent que potentiellement, on a des fonds de private equity qui étaient investis sur du software, par exemple, qui ont été massacrés ou cannibalisés par l'intelligence artificielle. En fait, ces portefeuilles ne valent quasiment plus rien. Donc, en fait, ici, on est dans une situation, je dirais, encore plus compliquée qu'en 2022, parce que oui, fonds de portefeuille, matières premières, énergie, or, mais de l'autre côté, les stratégies alternatives, il faut commencer à les pêcher d'autres choses. Par exemple, des hedge funds ou des fonds qui font ce qu'on appelle des long short, qui achètent et qui vendent en même temps certaines stratégies. Mais faire attention au sein de cette stratégie alternative, parce que vous n'avez pas tous les actifs qui sont bons. Bon, la conclusion, c'est quoi de tout ce qu'on vient de se dire là? La conclusion, elle est qu'on a été averti de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, en fait, un conflit, c'est très difficile, ils sont tous différents, évidemment, personne ne sait comment ça va évoluer, mais historiquement, un conflit qui dure plus de 3 semaines, entre 3 semaines et 1 mois, et vous avez l'agence Fitch qui a dit la même chose ce matin, eh bien, à un moment, ça commence à se voir, à terme, comme on l'a dit, sur les chiffres de l'inflation et sur les chiffres de la croissance économique. Donc,
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'on attend, alors c'est difficile, on ne peut pas donner un timing, mais si la guerre ne s'arrête pas demain et qu'elle dure 3 semaines, 1 mois, eh bien on est obligé de faire une rotation au sein de son portefeuille qui pourrait ressembler, entre guillemets, à l'idéal de 2022. Et donc le pire cauchemar pour les investisseurs, et c'est des questions que les investisseurs vous posent souvent, c'est ce remake de 2022. Oui, bien sûr. C'est vraiment et c'est vraiment le cauchemar depuis 2 semaines. On parle beaucoup de stagflation, donc pas de croissance et une inflation qui monte, et de l'autre côté, de revivre 2022. Alors, je dirais que le grand enseignement de 2022, si je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, c'est que vous aviez les banquiers centraux qui s'étaient totalement plantés et qui n'avaient pas vu cette inflation qui se transmettait littéralement à l'économie. Et donc, en fait, ici, c'est vraiment de voir quel va être le message. Si à nouveau la Banque Centrale Européenne ferme les yeux sur ce qui est en train de se passer, là, on va au-devant du pire cauchemar et de la catastrophe, parce que là, on doit être, et on espère que les banquiers centraux, aujourd'hui, sont à même de réagir beaucoup plus vite qu'ils ne l'ont fait en 2022. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. Merci John, salut. Merci.